rapidement d'un projet sur lequel on accompagne en fait une équipe de transport à la demande. Donc le rôle de la FAMOP, juste pour situer dans ce cas-ci, c'est de soutenir l'équipe dans sa capacité d'expérimentation. Donc c'est pas nous qui pilotons le projet pilote, on n'est pas l'équipe d'exécution, il y a une équipe d'exécution, il y a un acteur de transport qui mène le projet, on n'est pas du tout là-dedans. Donc mon regard, et puis si vous avez... En fait on va documenter intégralement ce qu'ils ont fait avec leur accord, puis avec l'accord aussi des autres acteurs qui en ce moment font du transport à la demande. Donc ça, ce sera publié sur le site de la FAMOP puis sur le wiki, donc ça fera partie des cas d'études qui seront bientôt là. Mais j'ai essayé de récupérer pour ce matin 2-3 éléments que je trouvais intéressants et qui vont avec ce matin. Donc le contexte du projet, c'était qu'effectivement, ils voulaient essayer de mettre en place un transport géré par le client. Le transport à la demande, c'est le client pilote sa demande, hein, c'est ça, on est d'accord. Derrière il y a des bus, on s'entend, hein, mais le client fait sa réservation et l'objectif c'était de regarder si on pouvait optimiser ces moyens-là, hein, le nombre de chauffeurs, les horaires, est-ce qu'on peut élargir les plages horaires de ce fait-là et surtout est-ce qu'on peut avoir une valeur client livrée plus importante. Est-ce que la perception de livraison de valeur pour le client, parce que c'est vraiment ça la question, est-ce que lui, il est satisfait? Il y avait le fait de parier sur l'accès quand même à la technologie pour la réservation. Je vais revenir sur les résultats, mais c'était quand même un pari. Est-ce que toutes nos clientèles sont capables et souhaitent avoir un accès via un smartphone ou pas? C'est pour ça que je vous le partage ce matin. C'est intéressant. Là, c'est un mini projet pilote. On peut faire plein d'autres choses, plein d'autres apprentissages, tester plein d'autres aspects. On a au moins une expérience dans le Grand Montréal sur cet accès via la technologie à notre transport. Et puis on est dans post-Covid, donc on sait qu'on a des flux de transport différents. Donc est-ce que, en on va dire individualisant le transport, est-ce que ça peut répondre mieux à nos besoins, à nos usagers? Dernier point, toucher des publics plus âgés et essayer de toucher des besoins plus locaux. Donc on parle de est-ce que je peux faire des trajets de bus plus courts, d'accord? En ayant toujours, c'est vraiment important, il y a beaucoup de contraintes dans le transport à la demande, je pense que vous êtes en train de l'entendre, c'est la question du temps de trajet. Parce que c'est bien de vouloir faire un trajet local, mais si je mets 2 fois plus de temps que quand je prends une ligne régulière, je ne suis pas sûre que j'ai une super expérience d'un point de vue usager. Donc ça c'est le contexte. Très rapidement. Qu'est-ce qui a été fait? Donc, c'est en 2 temps. Il y a ça a été fait. On est en train de terminer. Enfin, ils sont en train de terminer, puis nous on les accompagne. Puis ça, c'est ce qui va se faire. Donc, qu'est-ce qui s'est fait? Sur une zone, enlever des lignes de bus régulières et mettre des lignes de bus virtuelles, transport à la demande. Donc, on s'entend, il n'y a plus d'arrêt physique, il n'y a pas d'horaire de bus. Là, c'est vraiment, si tu réserves ton bus, il passe. Si tu ne le réserves pas, il ne passe pas. Il y a un point qui est important, j'y tiens vraiment, on n'est pas du tout dans la mobilité, mais on est dans comment on délivre ça. Il y a une équipe projet pilote qui s'assure du service à la clientèle, du bus, des chauffeurs, du contrat, de l'application, etc. Et puis il y a une équipe d'expérimentation. Parce que si on ne sait pas comment on livre de la valeur à notre client, il faut qu'on aille apprendre et récupérer cette information. Donc il y a 2 équipes qui travaillent en parallèle. Il y en a une qui vraiment suit le projet pilote, puis il y en a une qui récupère de l'information et qui se demande est-ce que je peux améliorer ça, si oui, comment? Et donc il va demander à l'équipe projet pilote est-ce qu'on pourrait essayer de faire de telle façon, réduire le temps de réservation, essayer de demander au chauffeur de vraiment être à l'heure, etc., etc. Donc vous voyez la logique. Donc en termes de travail à l'interne, c'est à ça que ça a ressemblé. Donc c'est vraiment 2 cerveaux en même temps qui travaillent de façon synchronisée à la mise en place de ce service. Et puis, un point vraiment pour moi qui est très important, c'est l'identification des KPI du TAD. C'est-à-dire, en gros, en fait, c'est quoi un service performant de TAD? Parce qu'avant de faire le projet, c'était pas évident de le dire. Donc, c'était un très gros objectif. Je parle de modèle d'affaires, maintenant ce modèle d'affaires, c'est ça marche comment? J'ai résumé ça en KPI, mais on pourrait mettre un... Ce qui va s'en venir, qui va bientôt démarrer, mais qui n'a pas encore démarré, c'est sur une autre zone, un autre cas d'usage du TAD. On garde des lignes régulières et on ajoute du transport à la demande. Qu'est-ce qui se passe?
qui l'utilise, pourquoi, comment, quel genre de contrat on a avec les opérateurs, est-ce qu'on a les mêmes opérateurs, pas les mêmes opérateurs, vous pouvez vous poser toutes ces questions-là. Second modèle d'affaires, et grosse question, comment est-ce qu'un opérateur de transport intègre ça à ses équipes? Il faut que je forme les gens comment, c'est quoi mes systèmes d'information, j'intègre quoi, j'intègre pas quoi, je donne quoi aux fournisseurs, enfin, voilà. Donc pour eux en ce moment c'est aussi ce travail-là. Qu'est-ce qu'on a appris? Donc la première zone pilote, ça a quand même été un succès sur, on va dire, l'efficacité. On a réussi à réduire les coûts, on a réussi à avoir un taux de regroupement suffisamment bon, et donc on a un coût par voyageur qui est plus bas qu'une ligne régulière. Ce qui est quand même, enfin, pour un opérateur, j'ai envie de dire, un peu la clé du succès, quoi. Parce que si ça coûte 3 fois plus cher, c'est un peu compliqué. Et en plus, si ça coûte 3 fois plus cher en termes d'empreinte CO2. Parce que la grosse question, c'était de savoir, est-ce que les bus, au final, ils allaient faire des trajets plus courts et donc dépenser moins de CO2, moins de gaz, ou plus? Là, on a réussi à optimiser l'ensemble des critères. Il y a moins de CO2, il y a moins de bus en attente, il y a plus de voyageurs par bus, et, point important, on a un taux de satisfaction client qui est équivalent à celui des enquêtes précédant la Covid. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que, gros sujet, ouais, la satisfaction client. Moi, je vous livre mon point de vue, je n'ai pas arrêté de dire à l'équipe, mais est-ce que vous savez vraiment quelle est la satisfaction client actuelle de vos clients? Ah ouais, mais il faut qu'on soit meilleur. Ouais, mais c'est quoi être meilleur? C'est-à-dire qu'on passe peu de temps à poser des questions à des usagers du bus, dans tous les cas. Alors, est-ce qu'on est mieux ou est-ce qu'on est moins bien? Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas se dire qu'on échoue si on ne sait pas à quoi on se compare. Donc là, on a essayé vraiment d'aller chercher des données, des faits, en ayant un taux de satisfaction à un moment donné vraiment sur cette zone-là, en disant, bon, bah, ça, on aimerait arriver à peu près à ce pourcentage-là quand même de taux d'intérêt. Ça a fonctionné, sauf sur une clientèle. Alors, les rabattements train. Là, c'est extrêmement compliqué. On peut rentrer dans le détail après de la conversation, mais ça. Le deuxième, et je le dis, c'est les personnes âgées. Je ne l'ai pas mis là en plus, là, mais c'est vraiment difficile d'arriver à rejoindre ces publics-là. L'usage du numérique, c'est pas du tout une évidence. Ça demande d'avoir des services de prise de rendez-vous, enfin de prise de commande, en fait, et de services à la clientèle non numérisés. Pour l'instant, sur ce projet pilote-là, encore une fois, ça n'est qu'un projet pilote, c'est pas si on répand ça ailleurs, on verra ce qui se passe là, et c'est ce qui va arriver. Mais pour l'instant, les personnes âgées qui étaient quand même un des gros publics visés, le numérique, ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas du tout satisfaisant, ils ne le comprennent pas, ils n'ont pas envie, ils se trompent, enfin voilà, etc. Après, on peut rentrer dans les chiffres, hein, mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu très peu de gens insatisfaits, à part sur les rabattements. En fait, en gros, je pense qu'il y a eu 2 personnes qui passaient leur temps à appeler le service à la clientèle. Mais à part ça, voilà. Dernier point qui était très satisfaisant, c'est ramener les gens aux commerces locaux. Les boucles ont quand même pas mal évolué, donc intéressant. Ça a atteint son effet. Modèle d'affaires, j'ai dit tantôt, réduction des coûts par passager, puis on peut revenir sur tous les KPI, là, mais globalement, ça fonctionne très bien. Je pense qu'il y avait déjà d'autres villes qui l'avaient développé, on le savait. On ne savait pas si cette zone-là fonctionnerait, si Montréal, ça fonctionnerait, il y a quelque chose qui marche. Dernier point dans les apprentissages, c'est l'importance du cadre de travail. Donc, piloter un projet comme ça prend vraiment un cadre de travail et un cadre d'analyse. Il faut prendre le temps de ne pas échouer, parce que sinon, on n'arrive pas à se demander et à répondre à la question est-ce que mon client est satisfait, en se posant trop de questions sur oui, mais je mets quel contrat, je mets quelle plateforme, et j'ai combien de chauffeurs, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne se pose pas les bonnes questions parce qu'on est obsédé par l'infrastructure qui est notre métier d'origine. Et on oublie complètement qu'en fait, on a réussi, on a performé, nos clients, ils sont contents. Ça reste hyper compliqué à intégrer à une organisation qui n'a jamais travaillé sur ce modèle-là, mais il n'en reste pas moins, d'accord? Donc les équipes sont insatisfaites, ça grince à l'intérieur, les gens ne comprennent pas le modèle, mais les clients, eux, ils ont compris le modèle. Je veux dire, eux, ils sont contents, ils sont là, ils montent à bord, ils réservent, il n'y a pas trop de taux d'échec.
voilà. Donc c'est majeur à mon avis de ne pas oublier qu'on n'est pas équipé dans un certain nombre d'organisations pour démarrer ces projets-là. Et qu'il faut aussi se donner le temps d'avoir la bonne culture, les bons outils, les bons processus de travail. Parce que sinon, encore une fois, ce qui peut échouer, c'est l'interne et ce n'est pas l'externe. Je m'arrête là sur les apprentissages du transport à la demande, on en reparlera. Oui. Juste un petit commentaire en fait. Je pense que je sais c'est quoi l'opérateur dont tu parles pour le projet. Puis je tiens à faire, dans les enjeux aussi d'un transport à la demande, un truc que cet opérateur-là est chanceux de ne pas avoir à dealer avec et les autres opérateurs doivent, c'est les conventions collectives. C'est vrai. Je tiens juste à le mentionner parce que je pense que pour le transport à la demande, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup de difficultés parce que les chauffeurs, les syndicats de chauffeurs ne veulent pas voir, sont très réticents à s'arriver. Québec, c'est un bordel en ce moment. Là. Le nouveau service Flexibus marche très bien, mais les chauffeurs voient ça arriver et ils sont très inquiets. D'où mon point sur l'interne, le cadre de travail, comment on transforme ça. Enfin, on en parlait tantôt, c'est quoi l'objectif? Quelles sont les attentes qu'on a? C'est quoi les gains qu'on attend? C'est sûr que ça peut rencontrer quand même beaucoup de problématiques. Voilà, on le minore souvent dans le départage de ces projets-là, mais c'est quand même vraiment clé. Ouais. On est rendu à une période de questions là-dessus, mais j'aimerais ça que tu m'expliques, que ça me semble contre-intuitif. Comment ça, la difficulté de reproduire la satisfaction, ligne de rabattement, il me semble que pour moi, ça devrait être l'inverse. Le transport à la demande, dans ma tête, c'est aussi que le transport structurel, les autobus, aussi il n'y a pas assez de demandes, aussi qu'ils ne se rendent pas, le oups, tu ajoutes ça, il me semble que les quelques utilisateurs devraient être satisfaits. Donc, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que vu que c'est pas fixe, ils sont arrivés en retard et ont manqué leur train? En fait, avant, c'était vraiment un service VIP. Hein. On s'entend, il y a un bus qui t'attendait avant. Non, avant, il y avait un bus qui t'attendait parfois longtemps, très longtemps, parce que ton train était en retard, parce que machin, parce que truc. Donc c'était méga VIP. Ça a un coût, les lignes de rabattement, démentiel. Je veux dire, un coût CO2, un coût humain, un coût RH, tout ce que tu veux. Donc là, le transport à la demande, sur ce projet pilote, on verra sur le deuxième projet pilote, il y a d'autres situations où c'est différent. Ce projet pilote-là, ça n'a pas fonctionné. Il y avait d'une part aussi le volume qui était quand même très faible, ça s'est fait pendant la pandémie. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant parce que je pas l'étude avec Catherine Morancy, avec la mobilisation. Puis dans le fond, c'est tout par rapport. Il y a le REM qui arrive, donc dès que tu arrives, parce que dans le fond, le transport collectif idéal, c'est fréquence avec capacité. Ouais. Donc dès que le REM t'enlève complètement cet enjeu-là, dans le sens que ça va être au sein de oui, mais quand on parle de trains de banlieue qui ne sont pas fréquents, donc de coordonner du transport à la demande, alors que les bus sont de rabattement, comme tu disais, ça soit qui attendent, soit qui sont... Mais là, c'était aussi avec un bus. Est-ce qu'avec un taxi collectif, est-ce que... enfin, et ça fait partie de la deuxième expérimentation. Donc la deuxième vague de projets pilotes va aborder un autre modèle qui va essayer de revoir complètement la formule de transport à la demande pour arriver à optimiser cette question du rabat. C'est bon, merci. Je comprends, mais effectivement, si tu manques ton train... Il faut te dire vraiment que c'était VIP, genre vraiment le bus, tu es là, tu descends, puis hop, tu montes dans le bus. Non, sérieux, je veux dire, il n'y a personne qui a cette expérience-là. Mais c'était pas ton train, c'est non. Quand tu arrives à la gare, tu n'as pas le bus qui t'attend. Exactement, on a inversé le TAD, pour eux, a inversé la tendance. Avant, ils avaient le bus qui les attendait à la gare, puis là, ils attendaient que le bus arrive à la gare.